Bonjour et bienvenue à Darkwood. Et aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la question de la vie privée numérique. En effet, le mois dernier, j'ai été confronté à pas mal de sujets concernant la vie privée, et notamment j'ai été confronté au fait de réinitialiser mon ordinateur, et du coup pour refaire un clean propre de mon ordinateur. Donc du coup, en parallèle avec l'article qui est publié sur mon blog, je vais donc faire une vidéo pour relater des sujets qui me sont arrivés. Et donc, pourquoi justement parler de la vie privée numérique? En effet, lorsqu'on est sur internet, eh bien, on constate du coup qu'on va échanger des données avec des différents acteurs. Et le constat, en fait, c'est aussi de montrer et de pouvoir indiquer quels sont les outils, moi, que j'utilise personnellement, afin d'allier théorie et pratique sur l'utilisation de, pour moi, ce qu'est la vie privée. Donc, les outils que je vais proposer ici sont purement à titre indicatif. Évidemment, vous pouvez utiliser des alternatifs ou utiliser vos propres outils. Donc, partons en fait d'un cas d'exemple simple. Imaginons que par exemple vous êtes dans un marché et du coup vous faites les courses. Et bien, juste en faisant ces actions, du coup en vous promenant dans le marché, eh bien, vous allez capter beaucoup d'informations. Donc les premières qu'on peut noter, ce seraient des informations sensorielles, telles que la vue, l'odorat, le nez, le goût, l'ouïe, le toucher, les doigts. Mais aussi vous allez partager des données culturelles, comme le langage, donc le langage parlé, c'est-à-dire parler à des commerçants, dire bonjour. Et du coup, en fait, en une matinée dans le marché, eh bien, vous allez du coup avoir capté de l'information. Et pourquoi pas, en fait, finalement, aller sur votre blog personnel et du coup faire si vous avez envie, par exemple, de faire une publication sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a quelque part une problématique qui consiste à savoir à quel moment, en fait, je peux partager des données publiques, mais à quel moment, en fait, j'ai aussi des données privées qui potentiellement ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Si, par exemple, je prends des photos de personnes, eh bien, est-ce que j'ai des problèmes de droit à l'image par rapport à ces données? Aussi, il arrive que ces données soient géolocalisées lorsque je prends des photos par téléphone. Donc, quelque part, des personnes peuvent, en récupérant toutes ces données, bah, avoir d'autres intentions, donc qui peuvent être de l'ordre du scrapping, mais du coup, ça peut être aussi de l'ordre de prendre ces informations et les vendre sur des réseaux ou sinon les publier à votre insu sur, je sais pas moi, créer des identités de personnes. Et donc du coup, il y a tout une politique sur qu'est-ce que l'information, que doit-on faire de l'information? Alors, moi, dans mon cas, je ne suis pas juriste, mais je pars plutôt du constat d'essayer justement de formuler par rapport à mon expérience, ce qu'est pour moi justement la manière dont on peut récupérer donc ces données et les partager. Alors, du coup, bah, cela m'a du coup, le mois dernier, pas mal travaillé et donc j'ai retravaillé sur ces histoires de vie privée et donc du coup, bah, j'ai reformaté entièrement mon disque dur. Alors, il y a plusieurs manières en fait d'exposer sa vie privée, évidemment, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, eh bien, on va créer des profils, internet, mais quelque part, on pourrait très bien masquer, notre vie privée en, par exemple, s'aidant de multi-comptes et donc du coup, quelque part, de faire des faux profils qui nous permettraient de nous identifier. Alors, cette idée, en fait, elle vient, justement du fait de mon expérience, mais aussi d'avoir rencontré aussi des personnes qui peut-être proposaient un peu ces genres de solutions. Et ce que j'ai plutôt quand même remarqué, c'est qu'en fait, créer des faux profils, des multicomptes, donc en fait, certes des profils qui seraient générés de manière aléatoire, et effectivement une solution, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes pourraient vous contacter à travers ces profils. Mais, pour ma part, en fait, je pense que cela crée un peu de l'entropie, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir à se créer, à se connecter en réel à différents profils et donc du coup, bah, ça facilite moins bien, justement l'intégration entre les personnes qui nous contactent et nous, du coup les personnes aussi qui parlent à d'autres personnes. Puisque du coup, bah, on va créer une sorte de profil virtuel, virtualisé à travers de différentes adresses. Et donc, par contre, il y a quelque chose d'autre, que j'ai remarqué, c'est aussi la notion de facette, donc multicasquette, dans la vie privée et bien justement, par exemple, on peut très bien aimer, par exemple, faire du poney, le week-end et pourquoi pas, en semaine, faire, de l'aquarelle et donc du coup, lorsqu'on cumule différentes activités et bien, on se retrouve justement à avoir une sorte de facette multicasquette
Et c'est là, en fait, la différence, justement, pour parler un peu des réseaux sociaux, la différence entre, par exemple, Facebook, qui, il y a 10 ans, justement, créait un profil identitaire de personnes, mais aussi les réseaux sociaux que l'on voit un peu aujourd'hui, ce sont par exemple des réseaux comme le Slack, comme Discord, comme Mastodon. Et en fait, tous ces réseaux sociaux sont des réseaux sociaux de type décentralisé. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des communautés de personnes et sur des thèmes spécifiques. Et donc, pour ma part, en fait, ou pour la part de la personne, par exemple, qui fait du poney, eh bien, cela aura beaucoup plus de sens, par exemple, de s'identifier à travers des réseaux communautaires pour poster des informations qui seraient beaucoup plus appropriées et beaucoup plus ciblées sur, bah, par exemple, faire du poney, quoi. Et donc, dans ce sens, eh bien, il y a aussi quelque chose qu'on observe aussi, enfin moi que j'observe, c'est aussi la démultiplication des canaux d'informatique, enfin d'information qui peut aussi mener à confusion et donc du coup aussi bah, créer beaucoup plus d'informations à accumuler. Et donc, dans mon sens, en fait, tout ce qui concerne tout ce qui est décentralisé et pour moi quelque chose vers lequel je souhaite plutôt m'intégrer. Et oui, donc, puisqu'il y a beaucoup plus de sens justement à se spécialiser dans l'échange de données avec des communautés vraiment spécifiques. Voilà, donc ça en fait, c'est globalement le point de ce que je voulais parler en termes de vie privée. Et donc, comment ça fonctionne en pratique? Et donc là, bah, je vais revenir sur bah, ce que j'ai confronté le mois dernier. Et donc, à commencer par repartir d'un système propre à zéro. Et donc, ça veut dire bah, formater mon disque dur. Oui, effectivement. Donc, là, le mois dernier, j'ai passé 2-3 semaines là, à reformater mon disque dur, donc à faire une sauvegarde de mes données donc sur des disques externes. En fait, moi, j'ai deux disques durs sur lesquels je sauvegarde mes données. Ça me permet d'avoir une duplication de mes données, mais aussi du coup d'être maître en fait de mes disques durs, d'être sûr en fait que personne ne peut accéder à ces informations à part lorsque je connecte ces disques durs sur bah, mon ordinateur. Et donc du coup sur bah, moi j'utilise macOS parce que j'ai quand même donc vous voyez donc là par exemple j'expose mes données derrière moi, bah, vous avez des choses personnelles qui me concernent, et en particulier mon Mac classique que j'utilisais et qui fonctionne encore et que j'utilisais bah, quand j'étais jeune. Et donc bah, ça fait partie donc des données privatives, et donc moi comme je travaille sur Mac, eh bien, j'ai voulu aussi voir comment, en utilisant mon système d'exploitation Apple, essayer aussi de limiter la divulgation de mes données bah, vers Apple, justement, puisque eux aussi centralisent des données, bah, par exemple sur iCloud. Alors, du coup, bah, moi, la première chose qui a été faite, c'est de redémarrer donc, le système Mac et donc d'en faire un formatage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire une combinaison spécifique de touches, là, je crois, c'est pomme R hein, au démarrage. Et donc, du coup, là, on arrive sur le système de formatage. Donc moi, dans le disque dur, j'ai formaté mes données, et donc on peut aussi ajouter le fait de formater de multiples fois, donc c'est-à-dire on grave des zéros dans le disque dur de manière multiple, ce qui permet en fait au niveau physique du disque dur d'écraser toutes ces données. Donc là, je vous renvoie sur la chaîne YouTube Underscore qui sera donc présent dans l'article sur le sujet, et il a traité en fait de ces cas de figure justement de comment on peut par exemple hacker, c'est-à-dire récupérer des données informatiques juste en possédant des ordinateurs qu'on a récupérés de personnes sur par exemple Le Bon Coin. Donc moi, j'ai pas expérimenté ça, mais quelque part, on pourrait très bien récupérer des informations à votre insu juste en ayant l'accès disque dur. Une autre possibilité aussi, c'est d'activer l'option d'encryptage du disque dur. Et donc, c'est-à-dire que là, en gros, il faut une clé maître, donc c'est un mot de passe qui permet en fait de sécuriser entièrement le disque dur. Alors là, c'est bien dans le sens où bah là, vous êtes sûr que toutes les données qui seront dans le disque dur seront sécurisées. Mais par contre, il y a aussi un hic, c'est qu'il faut absolument être maître et bien connaître son mot de passe, parce que si vous perdez votre mot de passe physique, à ce moment-là, bah, vous perdez l'accès aux données qui sont présentes dans votre disque dur. Donc c'est une donnée à renseigner de manière assez fine, et donc par exemple ça peut être utile si vous vous déplacez, si vous avez des déplacements professionnels, ou si vous utilisez couramment votre ordinateur dans des différents lieux. Oui, effectivement ça peut être quelque chose d'intéressant de sécuriser son disque dur, puisqu'en fait il faut quand même un accès physique au disque dur pour pouvoir usurper vos données. Alors, du coup, la première chose que je conseille de faire, bah, du coup, c'est de réinstaller le système d'opération. Et moi, c'est vrai que dans mon cas de figure, bah, je serais aussi peut-être éventuellement tenté de repartir sur un système de type Debian ou Ubuntu. Donc, alors, ce qu'il faut, donc plutôt Linux. Et alors, dans les systèmes Linux, il y a beaucoup de systèmes variés comme Arch Linux, Elementary OS, bon,
GNOME, enfin bon, tout ça c'est un peu mélangé, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les distributions de type Linux sont, à mon sens, assez respectueuses de tout ce qui concerne la vie privée, puisque on va du coup se baser sur des systèmes en fait de GNU, et donc en fait tout ce qui est lié à l'open source, tout ce qui est lié justement à des milieux qui sont transparents en termes de création donc d'exécution de votre interface Linux. Et donc déjà, d'une part, il y a la création du système, et aussi, bah, si vraiment vous concevez de sécuriser votre système d'environnement, bah, à ce moment-là, il faut aussi limiter tous les services que vous allez utiliser. Donc idéalement, bah, ça veut dire aussi d'interdire beaucoup de choses sur tout ce qui est tout ce qui est envoi de données, par exemple à usage technique, des choses comme ça. Bah oui, il faut limiter en fait l'empreinte digitale que l'on pourrait émettre à des entreprises, même si ces entreprises ont une réputation transparente. Mais bah, effectivement, bah, moins vous envoyez de données à l'extérieur, et mieux bah, vous protégez votre identité, quoi. Alors aussi, il y a le problème de la connexion réseau. Moi, donc en l'occurrence, bah, j'utilise du Wi-Fi donc chez moi pour me connecter à mes bornes Wi-Fi, mais vous pouvez aussi très bien, idéalement, relier donc de manière physique votre ordinateur avec un câble Ethernet sur votre Freebox. Et aussi pour vous prévenir de votre identité physique en termes de réseau, et bien, donc là, le problème, c'est que j'ai plus l'article, mais j'étais tombé sur un article qui parlait justement comment sécuriser votre réseau Ethernet, en fait, dans le sens où, bah, si quelqu'un s'approprie votre réseau, il peut utiliser des outils donc comme Nmap pour justement commencer à regarder quels sont les ports qui sont quels sont les IP qui sont configurés à votre routeur. Et en fait, pour sécuriser un réseau donc chez vous, bah, l'idée, ce sera de vous connecter à votre Freebox, mais en filtrant de plus en plus avec des routeurs. Donc par exemple, si vous connectez en cascade 5 ou 6 routeurs les uns après les autres, bah, là en fait l'attaquant qui voudra accéder à votre adresse IP devra du coup scanner le premier routeur, scanner le deuxième, scanner le troisième. En fait, ça va multiplier les combinaisons pour vous atteindre et donc atteindre votre ordinateur de manière physique. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que moi, par exemple, j'utilise le protocole DHCP, et aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir préciser le client ID donc, dans le DHCP. C'est-à-dire que votre ordinateur, lui, a une carte réseau, donc une adresse MAC, qui permet d'identifier en fait votre client sur le réseau. Mais du coup, le client ID de DHCP permet aussi d'identifier entre guillemets l'adresse virtuelle du réseau. Donc ça peut être pas mal, par exemple, si vous voulez retrouver votre ordinateur sur le réseau. Alors un autre point, du coup, quand vous avez installé votre système, pour moi, ça consiste aussi à générer un couple de clés privées et publiques. Alors, donc, pourquoi générer une clé privée et publique? Eh bien, donc là, je vous renvoie un petit peu au bouquin que j'avais lu, donc, ce qui s'appelle «L'histoire des codes secrets». Et en fait, dans ce bouquin, ça retrace vraiment comment, en fait, pendant toute la période historique, les gens, enfin, arrivent à s'échanger des informations, et arrivent en fait à cryptographier un peu les informations. Donc ça va un peu de la période romaine où justement ils utilisaient une sorte d'alphabet en reverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va crypter un message et on va le décrypter. Donc ça, c'est cryptographie symétrique. Mais en fait, là, aujourd'hui, on a quand même des problématiques où on fait des cryptographies asymétriques avec justement la clé privée et la clé publique. Et en fait, ce sont des algorithmes. Donc il y en a plein. Il y a le SHA, enfin bon, après, je ne pourrais pas citer de nom, mais l'idée, en fait, du coup, c'est d'avoir un algorithme de cryptographie asymétrique qui vous permet, en fait, d'envoyer des messages en cryptant vos messages avec la clé privée, mais vous partagez votre clé publique, et les personnes qui ont votre clé publique, donc ça peut être tout le monde, peuvent s'assurer que ce soit bien vous qui signez vos messages, puisque justement vous partagez votre clé publique. Donc là, du coup, j'ai mis des documents, des liens à ce sujet pour générer votre clé publique et votre clé privée. Ensuite, un autre point, ça concerne la gestion des mots de passe. Alors, la gestion des mots de passe, c'est quelque chose d'incontournable, parce que quand on est sur internet, eh bien, on va avoir des comptes internet. Alors, de ce que j'ai retenu, en fait, pour moi, les mots de passe, le meilleur moyen de vous protéger contre les mots de passe, c'est simplement d'avoir un stylo et un papier, et d'écrire vos mots de passe, donc au crayon à papier ou au stylo, et que bah, ce papier, vous le mettez quelque part chez vous, vous en faites un duplicata, mais vous êtes le maître, vous êtes le seul à connaître en fait ces informations. Donc ça, c'est très important. Alors moi, ce que je fais numériquement pour m'éviter justement d'avoir à écrire tout ça au papier, à l'époque, en fait, j'utilisais plus des gestionnaires de mots de passe, mais vraiment, en fait, là, je suis vraiment revenu aux sources. Et donc là, en l'occurrence, je suis parti sur un système où je crée un disque dur virtuel qui est encrypté par un mot de passe maître. Et donc, en fait, dans ce disque dur virtuel, quand je le monte sur mon ordinateur, et ben, en fait, je suis déjà le seul à pouvoir le monter si je connais le mot de passe maître. Mais en plus, dedans, je peux mettre ce que je veux. Donc, en particulier, je mets des informations textuelles sur tous les sites internet que j'utilise.
Alors bien sûr, dans tout ce qui est la gestion de mots de passe, vous avez des outils comme par exemple KeePass, qui est un outil open source pour la gestion de vos mots de passe. Ça vous permet par exemple de faire des synchronisations. Euh, et aussi, donc il y a Handpass, OnePassword, il y a Dashlane, bon, il y a des choses qui sont faites déjà pour synchroniser un peu vos mots de passe. Vous pouvez par exemple utiliser OpenSSL, donc en ligne de commande pour générer vos mots de passe. Par exemple, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir en fait avoir un peu des moyens mémotechniques de retenir ces mots de passe sur plusieurs sites différents. C'est-à-dire que si vous mettez le même mot de passe pour chacun de vos sites, bah, si quelqu'un il trouve votre mot de passe sur n'importe quel site qui ne serait pas trop sécurisé, bah, potentiellement en fait il peut aller dans n'importe quel autre de vos sites, rentrer votre email et du coup vous sécurisez, en fait vous prendre, usurper votre identité. Alors, il y a aussi un moyen qui s'appelle la sténographie, donc ça c'est assez intéressant. En gros l'idée c'est aussi de cacher vos mots de passe à travers des fichiers. Donc là en l'occurrence la sténographie c'est de cacher des fichiers dans des images. Et, euh, et aussi, bah, si vous avez des compromissions de mots de passe, bah, du coup, l'idée, ça serait d'en générer des nouveaux. Donc, par exemple, des bonnes pratiques pour être sûr en fait, d'avoir des mots de passe forts, c'est d'une part de générer un mot de passe, en fait, de se dire, voilà, tous les 72 jours, je génère un nouveau mot de passe maître et me dire en fait, à partir de ce mot de passe mail, je pourrais imaginer de régénérer tous les mots de passe de tous mes sous-sites, de tous les sites sur lesquels je m'identifie, à partir de ce mot de passe maître. Et donc ça pourrait être des choses que vous faites de manière algorithmique, ou de clés comme ça. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tous les 72 jours, vous pouvez dire, bah voilà, je sais que bah, mes mots de passe sont plutôt forts. Ensuite, il y a le problème de la double authentification. Donc ça, c'est des choses qu'on a en place assez de manière récurrente. En fait, à quoi sert en fait la double authentification? Donc là, j'ai mis une vidéo donc de Computerphile qui parle un peu des problématiques de la double authentification et tout ce qui concerne. L'idée en fait c'est que bah, plus vous avez des éléments qui vous concernent et qui vous sont personnels, donc comme bah, par exemple la double authentification, l'authentification avec par exemple des clés USB, c'est-à-dire qu'en fait je peux connecter une clé USB sur mon disque dur et en fait ça veut dire que quelque part cette clé USB bah, c'est quelque chose qui m'est propre. Et donc, du coup, en fait, vous pouvez avoir une double authentification, une triple, une quadruple, multiples accès d'authentification. Et en fait, ça va alourdir la procédure dans laquelle vous allez vous identifier dans les sites internet. Une bonne manière, idéalement, finalement, de sécuriser vos mots de passe sans vous prendre trop la tête, c'est finalement d'avoir un mot de passe lorsque vous authentifiez, qui est, on va dire, très fort, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire un mot de passe vraiment très long et qui sera du coup compliqué à retrouver par cryptographie inversée, quoi. Alors, ensuite, maintenant, je vais évoquer aussi le point des messageries, c'est-à-dire, bah, par exemple, comment on communique avec des gens de manière privée. Alors, moi, aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est Signal. Alors, la manière classique d'il y a 10 ans, bah, c'est les SMS, c'est-à-dire que vous envoyez ou vous appelez directement les personnes bah, par le numéro de téléphone qu'ils ont de manière personnelle. En fait, Signal, alors, donc là, je vais parler de Signal, mais il y a des messageries qui existent comme Telegram. Alors, je crois que j'en avais même noté une troisième. Bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt tendance à utiliser Signal parce que, en fait, le protocole, pour moi, à mon sens, a été vraiment imaginé dans le sens de la vie privée. Et en fait, la philosophie un peu de Signal, c'est que donc, les messages sont chiffrés de bout en bout, et en fait, lorsqu'on s'adresse à des personnes, eh bien, en fait, par exemple, on va physiquement se rencontrer avec des personnes qui ont l'application Signal, et en fait, on va échanger donc une phrase qui est vraiment unique, qui a été générée à la création du compte, et qui nous identifie de manière personnelle. Et donc du coup, lorsque je rencontre ces personnes de manière physique et que j'échange cette phrase, eh bien en fait, je m'assure que en fait, je vais dialoguer avec eux directement. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous ajoutez une personne avec son numéro de téléphone que vous avez noté dans votre agenda que forcément il s'agit de la personne avec laquelle vous communiquez. En fait, il est très important de échanger ce mot de passe parce que du coup, vous êtes assuré de parler à ces personnes. Il se peut très bien en fait que quelqu'un usurpe le numéro de téléphone ou fait une attaque man in the middle, se crée du coup ce compte Signal avec bah, peut-être cette représentation de code, et du coup vous dit en fait, et finalement va vous donner justement cette identification, et vous allez penser pouvoir parler à ces personnes, sauf qu'en fait finalement vous parlez à des personnes que vous n'avez pas validées. Et donc c'est très important de prendre ça en considération, de rencontrer les personnes physiquement et d'échanger ce code. Il y a aussi des choses aussi que j'ai retrouvées qui étaient intéressantes dans le protocole Signal. Donc il y a aussi le fait de configurer quelque chose qui s'appelle un NIP. En gros, c'est un petit code qu'on va devoir valider toutes les 2 semaines. En fait, ça c'est une sécurité supplémentaire qui permet quelque part de dire, voilà, bah, moi j'utilise Signal avec mon compte, et je connais aussi mon code qui me permet en fait de un peu décrypter mes messages. Euh, une autre chose que j'ai été amené justement à modifier dans Signal, c'est en fait dans les paramètres.
on a la question des accusés réception. Bon, désolé, faut que je bois parce que voilà. Alors, en fait, bah, c'est des pratiques qui relatent en fait du courrier quand on s'envoie des messages. Bah, à l'époque, on s'envoie des courriers, mais aussi on peut très bien s'envoyer des courriers avec accusé-réception. Donc ça, par exemple, c'est des cas de figure qui sont intéressantes. Par exemple, quand on est en procès ou qu'on, je sais pas, qu'on veut vraiment être assuré que la personne a bien lu notre message. Et donc là, du coup, les accusés-réception, bah, ça a quand même quelque chose d'important, c'est que ça nous renseigne pour la personne qui envoie le message, ça va le renseigner sur le fait de accuser-réception qu'on a bien lu le message. Et donc ça, c'est des choses qu'on a sur bah, nos messageries. Et quelque part, ça peut être quelque part intrusif. C'est-à-dire que moi, bah, du coup, ça, je l'ai désactivé. Parce que je veux pas, en fait, je veux pas forcément savoir que, en fait, je veux pas que les personnes sachent forcément que j'ai lu leur message. Par contre, ce que ça implique, c'est que les personnes qui nous envoient des messages, bah, eux auront le même schéma protocolaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je peux plus voir, en fait, je peux plus accuser réception de la lecture des messages que les personnes auraient transmises, quoi. Et aussi, il y a quelque chose d'intéressant dans Signal, c'est la notion des 3 heures. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple sur LinkedIn, sur le réseau social mais par contre, lui, il est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que sur LinkedIn, quand on écrit, donc ça, c'est un réseau social professionnel, à titre professionnel. Et en fait, quand on écrit un message à quelqu'un de professionnel, bah, on ne peut pas l'effacer. On peut pas effacer nos messages. Ça veut dire qu'en fait, ça va nous mobiliser à vraiment, lorsqu'on écrit des messages, à être sûr de qu'est-ce qu'on envoie. Et donc, en fait, ça nous oblige un petit peu à se dire, voilà, je vais écrire un message, et surtout, en fait, je vais avoir une trace écrite qui va rester et qui sera plus possible d'effacer. Et ça, c'est en fait, c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, sur Signal, donc il y a la notion des 3 heures. C'est-à-dire que lorsque j'écris un message à quelqu'un d'autre, je vais avoir 3 heures pour pouvoir effacer ce message à travers à tout le monde, quoi. Mais passé 3 heures, et ben, c'est plus possible de supprimer. Et donc en fait, ça va rester dans l'historique de conversation. Et donc ça, bah, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous oblige à écrire les messages bien. Et du coup, d'éviter d'avoir des tromperies. C'est un peu ce que fait aussi Twitter, c'est-à-dire que quand on écrit un tweet, on ne peut pas l'éditer. On ne peut pas éditer nos messages, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a écrit. Alors après, donc voici, donc ça c'était la première partie message, mais maintenant on va s'intéresser au niveau des navigateurs. Alors donc, du coup, au niveau des navigateurs, donc, on en a plein. Donc on a le navigateur Microsoft Edge, Edge. Donc, moi j'utilise pas Microsoft, donc du coup je l'installe pas. Il y a le navigateur Chrome, donc ça c'est un navigateur qui est pour toute la problématique Google. Moi, je l'utilise plus, puisque en fait, ça va être extrêmement intégré chez Google, donc du coup, bah, on transmet quand même des données chez Google, quoi. Il y a aussi Safari, donc ça c'est pareil, on va utiliser ce navigateur bah, pour communiquer avec Apple. Et donc, du coup, bah, potentiellement, on donne des données chez Apple. Et après, donc moi, j'avais utilisé le navigateur Brave, et je trouvais ça vraiment très bien parce que, en fait, Brave est plutôt axé sur la politique de, voilà, lorsque vous naviguez et que vous avez des publicités, des choses comme ça, et bien, en fait, vous êtes rémunéré par le fait de naviguer. Ce qui est un peu paradoxal, mais en fait, ça veut aussi dire que, voilà, bah, aujourd'hui, moi, quand je navigue sur Internet, je veux pas être juste consommateur de données, mais je veux du coup, je veux que mes données soient payées, quoi. Et donc moi, en fait, j'ai choisi bah, d'utiliser Firefox. Et puisqu'en fait, Firefox est quand même réputé dans l'écosystème d'être quand même axé sur la vie privée. Et même, à mon sens, en fait, j'ai découvert un navigateur qui est un fork de Firefox qui s'appelle LibreFox. Donc là aussi, je mettrai les liens. Et en fait, j'utilise LibreWolf. Et LibreWolf, en fait, c'est comme Firefox, mais encore en plus restreint, quoi. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que c'est que l'intérêt de la vie privée sur Internet? Bah, du coup, ça va être de limiter tout ce qui est publicité. Bah, donc là, vous êtes au courant, quand vous vous déplacez sur Internet, bah, vous avez forcément des publicités, du tracking, tout ça. Tout ça, en fait, ça va être bloqué directement au niveau du navigateur. Il y a aussi le moteur de recherche. Donc moi, j'utilise plus Google, mais donc là, c'est un peu plus pour dire Cocorico, des choses comme ça. Eh bien, moi, maintenant, j'essaie d'utiliser, enfin, j'utilise Quant, qui est un moteur de recherche qui est plus destiné à l'Europe, aux Européens, et qui est plus dans la problématique de RGPD, donc tout ce qui est les notions de vie privée, d'Europe, en fait, de qui vous a contacté, qui a vos données, tout ça, de récupérer et tout ça, en fait, bah, c'est pour ça que moi, je suis vraiment focalisé bah, dans l'Europe, et vraiment, j'ai abandonné Google, et je veux vraiment me focaliser sur des moteurs de recherche qui seraient vraiment plus appropriés à ce que j'en fais, quoi. Après, l'idée aussi, ça serait par exemple, de constituer soi-même son propre moteur de recherche. Alors bon, par contre, techniquement, là, j'ai pas assez de ressources pour faire ça, mais dans l'idée, ça pourrait être quelque chose de faisable. Aussi, il y a les réseaux décentralisés tels que Tor. Donc là, on va dire, c'est plus de la vie privée dans le sens où vous masquez votre adresse IP. Mais c'est pareil, dans Tor, en fait, vous pouvez aller dans du Darknet, donc le dark,
Mais donc, du coup, vous pouvez rencontrer des personnes, vous pouvez vraiment avoir des choses où vous rencontrez différents types de sites internet. Donc là, le darknet, c'est pas forcément dangereux, c'est juste qu'en fait, vous allez constituer votre base de données un petit peu de réseau, de confiance avec qui vous allez vouloir dialoguer, quoi. Et c'est pareil, donc dans Firefox, vous pouvez, par exemple, interdire de stocker des choses dans les cookies. Moi, par exemple, les cookies, dès que je circule sur un site internet, bah, forcément, on a un cookie qui nous dit, voilà, est-ce que vous acceptez les cookies? Bah moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je refuse, en fait, je refuse tous les cookies, sauf ceux qui sont utiles vraiment à l'utilisation du site internet. Et en faisant toutes ces restrictions, ça permet aussi de voir bah, comment on peut utiliser, à quel point en fait le site internet est utilisable, et donc se reprojeter justement sur bah, qu'est-ce que je peux faire justement en restreignant tout dans les cookies? Donc ça peut être aussi par exemple l'accès à votre caméra, l'accès à votre microphone, les notifications, l'autoplay, la réalité virtuelle, on en parle beaucoup bah, avec Facebook et Metaverse. Et bien tout ça en fait c'est bah, vous bloquez tout et vous voyez en fait justement les sites au fur et à mesure de comment vous allez pouvoir les rouvrir quoi, justement. Donc par exemple moi, si vous êtes sur un site de, comment ça peut dire, de visioconférence, bah, si vous bloquez votre caméra, évidemment, ça va être difficile pour vous de communiquer avec les personnes puisque bah, vous pourrez pas. Donc là, quelque part, il faudra quand même allouer votre caméra aux personnes, quoi. Euh, donc aussi, il y a des plugins du genre, voilà, naviguer entièrement en HTTPS, parce qu'il y a des sites qui sont en HTTPS, mais peuvent avoir du contenu encore en HTTP. Donc ça peut exister, ça peut faire aussi des failles de sécurité en HTTP, bah, c'est-à-dire qu'en fait, vous échangez, vous mettez donc sur le protocole Internet des données qui potentiellement sont en clair. Et donc il y a d'autres extensions que j'ai listées, donc Privacy Badger, Ghostery, je crois. Ghostery en fait c'est pour plus en fait masquer votre système d'exploitation. Adblock Ultimate, c'est pas trop mal. En fait, ça va donner un grade, donc ça va donner une note globale de lorsqu'on se déplace sur des sites internet, ça va dire voilà, non c'est DuckDuckGo Privacy, je crois. Bah, ça va donner une note donc de D à A de comment les sites sont par rapport à la vie privée, quoi. Voilà. Et alors donc maintenant on va attaquer un autre point qui s'appelle bah, la boîte aux lettres. En fait, ce qui est quand même important, c'est que donc là on a parlé de messagerie, de navigateur et de boîte email, puisque bah, il faut bien une boîte email. En fait, c'est l'équivalent de notre adresse mail physique. Donc, par exemple, si vous m'envoyez du courrier, bah, vous allez devoir m'écrire à une adresse mail physique. Alors, moi, c'est vrai que historiquement, j'étais sur Google, sur Gmail, et parce que à l'époque, il y a 10 ans, bah, c'est vrai que c'était vraiment intéressant d'avoir une adresse Gmail. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, très récemment, bah, j'ai abandonné tout ça. Et bon, alors, bon, là, je veux pas faire de publicité forcément, mais c'est vrai que j'ai découvert donc un service qui s'appelle ProtonMail. Et donc, c'est un service qui offre des avantages gratuits, qui offre justement la possibilité de vous héberger une adresse email de manière gratuite, donc ProtonMail. Et du coup, bah, ça permet, eux, en fait, ils ont justement des coûts payants qui leur permettent justement de mettre en valeur leur formule par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une entreprise privée qui va gérer notre boîte mail. Et, et moi, du coup, bah, je me suis mis là-dessus. Et en fait, en découvrant ProtonMail, j'ai vraiment découvert bah, tout leur service. Et donc, bah, de manière personnelle, en fait, moi, j'ai carrément donc pris l'abonnement, je crois, basique, pour pouvoir en fait bénéficier de noms de domaine. Puisque effectivement, moi j'ai un site internet, ou j'en ai plusieurs aussi, et l'idée en gros c'est d'avoir des noms de domaine qui me permettraient en fait plus d'être lié à ProtonMail, mais d'avoir vraiment un nom de domaine propre. C'est-à-dire qu'en fait quand vous m'écrivez, bah déjà vous allez m'envoyer un mail à PMMe, c'est-à-dire qu'en fait ça va me permettre de filtrer les personnes qui ne me connaissent pas. Donc en fait moi je vais mettre cet email, et par exemple, si j'estime que je peux vous répondre et que je suis confiant par rapport à la discussion qu'on peut avoir, bah, du coup, je vous réponds avec mon adresse email qui serait plus personnelle. Et donc, comme ça, en fait, bah, ça vous permettrait de me contacter directement avec mon adresse email. Donc, sachant qu'aujourd'hui, donc, j'ai une adresse email privée et une adresse email ProtonMail d'entreprise de Darkwood, quoi, en fait. Donc, ça, mon adresse email d'entreprise, ça, vous pouvez la connaître si vous allez sur mon site internet. Et donc par rapport à ProtonMail, ce qui était marrant, c'est que du coup j'ai aussi découvert leur service, donc ils ont aussi un service de calendrier, et c'est pareil, donc là, bon, ce qui me gêne un peu, c'est que pour l'instant leur calendrier est vraiment uniquement centré sur leur interface web, mais ce qui serait intéressant pour moi, ça sera aussi un moment de pouvoir utiliser leur adresse mail sur du coup, bah, tiens, je vais allumer, donc l'idée, ça serait d'utiliser l'adresse mail d'utiliser leur calendrier directement sur mon ordinateur.
Donc voilà, et par rapport à ProtonMail, bah, du coup, j'utilise Thunderbird. Et justement, bah, eux, ProtonMail, ils font un truc qui s'appelle Proton Bridge. Et en fait, ça permet d'avoir un bridge entre Thunderbird et ProtonMail qui permet en fait de définir des mots de passe alternatifs et donc du coup de vous protéger un peu votre mot de passe principal que vous utilisez sur ProtonMail. Et franchement, là, du coup, j'utilise Thunderbird pour consulter mes emails et je suis vraiment plutôt satisfait pour l'instant de ce service. Et donc du coup, bah, maintenant, j'ai vraiment migré. Donc ça fait aussi partie du mois dernier où j'ai migré carrément ma messagerie quand même. Alors, après, donc il y a aussi l'histoire des VPN. Donc, en fait, vous pouvez avoir une adresse physique, donc c'est-à-dire que quand vous connectez à vos providers, donc moi, par exemple, bah, je suis chez Free, après vous pouvez être chez Orange, bon, il y a d'autres providers, chez Red aussi. Mais du coup, donc, bah, par exemple, moi bon, là, bon, j'ai renouvelé chez NordVPN, mais c'est vrai que je considère aussi d'autres providers comme ProtonVPN, du coup, ou Mozilla VPN. Donc là, par rapport aux VPN, en général, enfin, moi, j'utilise quand même des offres payantes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même des entreprises qui s'occupent de ça. Et, euh, et du coup, bah, en fait, l'intérêt du VPN, c'est de masquer votre adresse IP dans le sens où même de pouvoir mettre votre adresse IP dans différents pays. Donc, c'est-à-dire que techniquement, moi, je pourrais très bien dire, voilà, en fait, je veux me connecter à un serveur en chiffrement end-to-end, et je vais me connecter à ce serveur, et du coup, bah, je vais pouvoir avoir une vue privée qui est vraiment fine, dans le sens où bah, les personnes qui penseront que je sois, elles vont penser que je suis aux États-Unis, mais en fait c'est pas du tout le cas, je vais être en France quoi. Et du coup en fait ce que va offrir le VPN, c'est euh, de pouvoir justement vous centrer sur votre vie privée de votre adresse IP quoi en fait. Un autre point, donc, c'est d'installer Git. Alors bon, moi, c'est juste à titre parce que je fais de l'informatique. Alors moi, j'utilise Git parce que je fais de l'informatique et je fais du développement. Mais Git, pour moi, c'est quand même pas trop mal parce que ça, en fait, c'est un outil, si vous arrivez à le manier, qui vous permet en fait de faire une sorte de version et de partage collaboré de vos travaux. Donc entre guillemets, si vous faites git init en ligne de commande d'un dossier, et bien en fait vous installez un système de version de contrôle qui vous permet quand vous faites des modifications dans vos documents, de vous assurer par exemple de ne pas perdre ces modifications et d'avoir un historique des modifications. Alors Git, ça n'a rien à voir avec la vie privée, mais pour moi c'est plus des histoires d'informatique, voilà, que j'aime bien. Alors après, il y a tout ce qui concerne la prise de notes. Alors donc là, j'ai déjà fait sur mon blog des choses donc concernant Joplin. Donc moi, j'utilise Joplin. Et bah, du coup, très récemment, bah, j'ai cryptographié ma synchronisation entre mon serveur web, donc qui est sur Nextcloud, et Joplin. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis assuré quand je mets mes notes donc, sur mon ordinateur ou sur bah, du coup mon portable, et bien, je suis assuré en fait qu'il n'y a que moi qui peux accéder à mes notes, puisqu'en fait tout ça c'est protégé par un mot de passe. Quoi. Donc du coup, bah, je suis vraiment très satisfait parce que la prise de notes est vraiment quelque chose de très important pour moi. Quand je vais à des conférences, quand je me déplace, tout ça, j'ai besoin d'avoir un support matériel. Et même maintenant sur moi, j'ai carrément constamment une feuille de papier et un stylo, au cas où, par exemple, j'ai une perte de batterie. Et c'est-à-dire qu'en fait, constamment sur moi, je peux noter des choses d'informations, quoi. Des informations qui me permettraient en fait de les retenir et de garder une trace lorsque j'ai besoin de récupérer ces informations bah, plus tard, quoi. Donc ça, c'est pour la prise de notes. Peut-être je referai d'autres articles sur la prise de notes parce que il y a des intérêts que j'ai sur, par exemple, comment en fait organiser ces notes de manière efficace. Voilà, je fais un peu du travail là-dessus. Bon, il y a aussi un logiciel que j'ai installé sur macOS, c'est un logiciel de management de fenêtres. Donc moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est de pouvoir faire des layouts de mes fenêtres de manière assez fine, pour, en fait, au lieu de les contrôler à la souris ou au clavier, ben, en fait, ça va dire, voilà, cette fenêtre, elle va là, cette fenêtre, elle va là, et tout ça, ça peut être géré au niveau du clavier. Donc c'est plutôt pas trop mal. Euh, et enfin, donc, un outil de cloud. Donc moi, j'utilise Nextcloud, donc il y en a d'autres, hein. Il y a des outils collaboratifs. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que Nextcloud, pour moi, j'utilise vraiment à titre privatif. Mais alors, normalement, on peut aussi faire tout ce qui est échange de données, tout ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment mis en place, mais ça pourrait être le cas. Et c'est vrai que ce que j'aime bien dans Nextcloud, c'est que du coup, je peux synchroniser bah, mes fichiers, mais je peux synchroniser mes notes. Donc vraiment, Nextcloud, c'est quelque chose que j'ai installé sur mon serveur web. Et en fait, je contrôle de manière unique mes données personnelles de bout en bout entre mon cloud, donc c'est-à-dire mon adresse, mon nom de domaine, et mes données d'ordinateur. Donc à tout moment sur Terre, je peux retrouver mes données. Après, donc, en tant que développeur aussi, il y a aussi tout ce qui est installation d'IDE. Donc, avant, c'est vrai, j'utilisais PHP Storm. Donc là, par contre, il faut payer une licence à l'année. Pour l'instant, c'est vrai que dans mes besoins, en ce moment, je suis quand même plutôt basculé sur VS Code et en particulier sur VS Codium maintenant. J'utilisais VS Code précédemment, mais VS Codium est un fork de VS Code qui a pour but justement d'éviter en fait de partager des données privées d'utilisation
à Microsoft qui lui, justement, est le principal bénéficiaire de VS Code. Et Cloud Provider, donc ça, c'est aussi le cas. Le mois précédent, eh bien, en fait, j'ai migré parce qu'en fait, j'utilisais AWS, la version Lightsail. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilisais Lightsail parce qu'en fait, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un Debian, et donc d'une machine virtuelle, mais virtualisée dans le cloud, une distribution Linux qui me permette justement d'installer tous mes services, quoi. Et par des besoins plus de transparence, d'être un peu français, tout ça, cocorico, et bien, en fait, j'ai finalement migré chez OVH très récemment. Donc voilà, donc maintenant, tous mes services, donc moi, mes services que j'utilise et que j'ai mis en place donc, sur mon instance VPS, sont donc mon site internet, Uniflow, donc mon outil d'automation que évidemment j'arrête pas de promouvoir et que j'aimerais continuer à promouvoir donc, dans les années qui arrivent. Dolibar. Dolibar, donc c'est un logiciel de compta français qui est très bien du coup pour gérer ses factures, tout ça. Et ce qui est dommage en fait par rapport à cette communauté, c'est que je trouve en fait Dolibar mériterait pour moi d'avoir un petit coup de pouce parce que pour toute leur gestion de code. Parce qu'en fait, là, actuellement, Delibar est fait en PHP, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus moderne par rapport à ces services. Et alors, Matomo, donc ça, j'en ai déjà parlé, en gros, Matomo, c'est pour moi un système qui permet d'avoir des statistiques serveurs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais des statistiques de serveurs. En fait, j'ai installé un tracker sur mes différents sites. Donc, par contre, ces données vont directement sur mon site internet. Hein. Ils vont pas. En fait, toutes les données de tracking vont sur mon site internet, quoi. Ils vont pas, vont pas vers des personnes. Et alors aussi, un truc qui est intéressant, c'est que donc il y a plein de visioconférences et de systèmes de visioconférence. Et moi, par exemple, je peux installer Jitsi. Donc là, par contre, j'ai pu se configurer avec Docker. Et en fait, ça me permet finalement de passer, d'héberger moi-même un logiciel de visioconférence sur mon site internet. Et franchement, tout ça, j'utilise l'OVPS de OVH qui me coûte 3 euros par mois, hein, sachant que vous êtes disposé d'un cœur, je sais plus quoi, et vous disposez de 20 gigas, quoi. Franchement, pour 3 euros par mois, je trouve que c'est pas trop mal, hein. Et bien sûr, d'avoir des noms de domaine. Du coup, moi, ce que je recommande, c'est effectivement de financer un nom de domaine qui vous serait propre pour pouvoir, du coup, héberger vous-même vos trucs, c'est-à-dire vos blogs, tout ça. Vous pouvez héberger des services, hein, des mastodons, vous pouvez héberger, comme moi, des choses. Et en fait, tout ça, quand vous hébergez vos services sur vos noms de domaine, eh bien, vous quelque part, en fait, vous êtes maître de votre propriété intellectuelle, quoi. Et donc, moi, en fait, tout ça, ça a un coût, hein, bien sûr, hein, mais je trouve quand même que le coût entre héberger donc son domaine et OVH, ainsi que ce que je vous ai parlé de messagerie et tout ça, bon, ça vous revient peut-être à 200 euros par an, quoi. 200 euros par an pour tout ce qui concerne votre vie privée et donc du coup de contrôler surtout vos données. Mais je trouve que c'est pas forcément déconnant, quoi. Voilà, donc bon, je vais m'arrêter là donc pour cette vidéo. Donc je sais pas du coup combien de temps ça fait, hein. Ouais, de 50 minutes. Et tout ça, bien sûr, sera donc sur mon blog Darkwood. Et donc je vais aussi mettre en lien des ressources, donc des ressources complémentaires sur des sujets que j'avais expérimentés. Et, euh, et bien sûr, du coup, je vous retrouve pour d'autres sessions sur Darkwood, sur d'autres sujets. Moi, ce sujet m'était vraiment très cher parce que j'étais confronté à ça ce mois-ci. Donc c'était vraiment important pour moi d'en faire un point aujourd'hui. Et peut-être aussi je serai amené à refaire des sujets puisque c'est des problématiques sur lesquelles je réfléchis constamment et que j'aimerais aborder avec d'autres personnes pour avoir des retours. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.